super. On a commencé théoriquement le live. Donc, on va pouvoir peut-être attendre le temps que les personnes arrivent, qu'elles s'installent tranquillement avec un café devant cette magnifique présentation. Et on est en compagnie, bah oui, on est en compagnie d'Éric Aubourg, qui est une personne incroyable. Bah, je peux peut-être même te laisser t'introduire. Ce sera plutôt. Oui, très rapidement, ne nous enflammons pas trop. On verra pour la qualité de la présentation. Moi, je suis donc Éric Aubourg de chez Dassault Systèmes. Je suis responsable des ventes simulation, de tout l'outil de simulation de la ou des grandes gammes Dassault Systèmes. Donc, on va en reparler aujourd'hui précisément de tout ce qu'on peut trouver sur la 3D Experience. Et mon rôle est d'accompagner au quotidien nos partenaires pour faire des actions comme aujourd'hui, pour animer des salons, pour les faire monter en compétences, les former, pour surtout au global répondre aux besoins de nos clients. Parce que je ne fais pas de démagogie, vous verrez pendant ma présentation, mais sans clients, nous ne sommes pas grand-chose. Voilà. Bienvenue d'ailleurs et merci d'être là aujourd'hui. C'est parfait. Parfaite introduction que tu nous fais. Ok, on attend un petit peu les participants. Pour l'instant, j'ai l'impression, si quelques personnes qui ne se manifestent pas encore dans le chat, dans le fil de discussion, mais ça devrait arriver pour la suite. Tac, tac, tac. Ce que je propose à la rigueur, c'est on peut potentiellement commencer. Qu'est-ce que tu en dis, Éric? Oui, moi c'est bon pour moi, je suis prêt. Les pieds dans les starting blocks. Donc, bien écoutez, encore là, bonjour à tous aujourd'hui et merci d'être là, bienvenue. Je vais vous parler, comme c'était écrit dans l'intitulé, de simulation aujourd'hui. Mais au sens large et plutôt de l'approche simulation que entrer dans les produits. On y rentrera un tout petit peu, mais c'est surtout sur ma vue, ouh là là, ça commence très fort, ma vue de comment il faut utiliser ces outils-là et comment les intégrer dans l'entreprise. Alors, j'espère que vous allez pouvoir parler, ou au moins par le chat. Est-ce que vous connaissez la personne qui est affichée là, sur l'écran ? Alors, dans le chat, est-ce que ça se manifeste? Tac, tac, tac. Pour l'instant. Alors, allez-y, parce que je vous rassure, 90% du temps, on me dit non. Ah là là. Terrible. Mais du coup, Éric, oui. Qui est donc cette personne? Alors, cette personne, c'est Bernard Charles. C'est notre, on va dire, ex-PDG jusqu'à la fin de l'année dernière. Personne qui a été PDG de Dassault Systèmes depuis une vingtaine d'années, voire un peu plus, qui était au début de l'histoire et qui a fait de Dassault ce qu'on est aujourd'hui. Il est arrivé dans l'île, il y avait 30 personnes ou 50 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 25 000. Donc, merci à ce monsieur. Surtout pour la phrase qu'il a dite et qui est écrite sur l'écran, là. C'est une phrase que je partage peut-être même depuis avant qu'il l'ait dite, mais il faut lui dire, surtout. C'est qu'il faut une vision holistique de la simulation. Alors, holistique, c'est un mot un peu savant, en fait. C'est un courant philosophique. Je vous rassure, on ne va pas faire de philo aujourd'hui, sinon, dans 2 phrases, je m'arrête. Mais côté holistique, ça veut dire, dans le sens profond, qu'il faut considérer une situation dans sa globalité. Et je pense que ça s'applique de 2 manières à la simulation. La première, c'est qu'il faut considérer dans sa globalité, son entièreté, en fait. Je m'explique. Souvent, on utilise la simulation. Vous utilisez les outils de simulation. D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là, mais j'y reviendrai. En fin de conception de vos produits, de vos pièces, de vos ensembles, pour faire une validation. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour la plupart d'entre vous ou pas du tout? Tac, tac, tac. Alors, je continue. Souvent, nos clients nous disent qu'ils font cette validation en fin de conception. Alors, je vous rassure, il faut le faire, il ne faut pas s'en affranchir, parce que même si on aura toujours besoin d'un prototype physique, dans la majeure partie des cas, si grâce à une simulation, on peut se rendre compte de soucis et qu'on gagne un prototype sur 2, un prototype sur 3, même un prototype sur 4, les outils de simulation sont très, très vite amortis. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il faut une autre approche, et qu'il faut utiliser ces outils dès le début de la conception, en fait, pour qu'ils deviennent des outils, non pas de simulation, mais des outils d'aide à la conception ou d'aide à la prise de décision. Déjà, simulation, je ne sais pas pour vous, mais même moi encore aujourd'hui, pourtant j'en suis responsable,
Ça peut faire un peu peur. On imagine rapidement une espèce de professeur Maboulette avec le cheveu blanc, hirsute, une blouse blanche, qui écrit des équations sur un tableau. Un peu comme Et ça, Einstein. c'est notre boulot. Un peu comme Einstein, finalement. Exactement, un peu comme Einstein, et on n'a pas la prétention d'être aussi brillant qu'Einstein, en tout cas pas moi. Hein. Alors rassurez-vous, ces gens-là, on en a chez Dassault Systèmes, c'est eux qui écrivent et qui développent les logiciels, mais nous, ce n'est pas ça. Nous, chez Dassault, on a juste la prétention, entre guillemets, hein, ce n'est pas une prétention, mais de proposer nos outils à nos clients, et ces outils-là, il faut qu'ils vous sortent quelque chose et il faut savoir l'utiliser. Donc, on a fait des outils. Le côté développement, tout ce qui tourne derrière, ce n'est pas notre problème. C'est comme quand on utilise une voiture, mais il faut que ça fonctionne et que ça vous aide. Donc, simulation, je préfère dire outil d'aide à la conception. Je m'explique. Imaginons sur une pièce plastique, en général, on va hésiter entre une ou deux matières et entre un ou deux systèmes d'injection. Eh bien, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre la fin de la conception de la pièce avec tous les détails, les clips, les évents, les ailettes, les nervures de renfort et tout cela, pour faire une première simulation quand la pièce est finie à 80%, c'est-à-dire peut-être de 2 jours de développement, et faire une simulation avec 2 matières. On essaye les deux et on va peut-être se rendre compte que la matière A nous permet d'injecter 30% plus vite. Donc, on va faire un choix plus tôt dans la conception. Et on va s'orienter comme ça vers le bon choix plus tôt. J'aime bien faire le parallèle avec un GPS. Un GPS, ça nous aidait il y a 20-30 ans à un point A à un point B, et c'était déjà très bien. Aujourd'hui, ça recalcule en permanence les conditions de roulage et ça recalcule la trajectoire, le chemin qu'il nous demande de suivre pour aller au point B. Eh bien, la simulation, les outils d'aide à la conception, il faut s'en servir comme ça. Très, très tôt, dès qu'on hésite entre deux solutions, eh bien, on utilise ces outils-là qui vont, dans le meilleur des cas, nous aider à prendre la décision. Dans le pire des cas, nous permettent déjà de prendre la décision en connaissance de cause. Et c'est en ce sens que je pense qu'il faut une visualisation, une vision holistique de la simu. C'est l'intégrer le plus tôt possible dans le process. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de simulation, le premier, on entend plutôt structurelle, parce qu'historiquement, on fait de la simulation structurelle depuis très longtemps. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi simuler du remplissage et de l'injection plastique, de la rhéologie. On peut simuler tout ce qui est comportement fluidique avec les outils de CFD. J'y reviendrai à tout cela. Et on peut simuler, c'est un peu plus récent, même si ça fait 20 ans que certaines compagnies, sociétés existent, et qu'on fait ça depuis 10 ans chez Dassault, de l'électromagnétisme. D'accord ? La bonne nouvelle, en fait, on va commencer par la bonne nouvelle, c'est que sur la 3D expérience, on va pouvoir simuler ces 4 domaines-là de la physique au même endroit, sur la plateforme. Donc, c'est au même endroit, dans le même environnement, avec la même philosophie. Donc, ça démocratise l'utilisation et ça fait gagner beaucoup de temps. Je pense que je prêche des convaincus. Mais quand il faut commencer à faire des interfaces de pièces pour les envoyer dans le système de simulation, si on a 4 systèmes et tout, ça devient une usine à gaz. On n'est pas sûr d'adresser la dernière pièce. Là, vous êtes sûr, dans nos produits, vu qu'on fait tout au même endroit, avec la 3D expérience, quand vous ouvrez une pièce, elle est à la bonne version, elle est à la dernière version. Et on va pouvoir faire tous ces calculs-là au même endroit. Et en plus, grâce à la 3D expérience que vous connaissez peut-être déjà, pouvoir partager tous ces résultats avec toutes les personnes impliquées dans un projet. Est-ce que je suis clair jusqu'à là? Je pense que c'est OK. Et du coup, Eric, c'est quoi concrètement l'impact si on ne fait pas de simulation? C'est quoi les conséquences? C'est de pouvoir, alors je vais y revenir après avec des slides, mais de pouvoir concevoir plus vite, plus juste en fait. Et quand je parle là, on fait de la théorie et ça commence à faire peur à tout le monde, alors je vais me calmer tout de suite. C'est, si je prends, vous voyez les images que j'ai affichées là en fait, alors oui, on fait dans l'automobile, oui, on fait dans l'aéronautique, mais enfin désolé, on ne fait pas tous des Airbus non plus, hein, moi le premier. En revanche, il y a une éolienne. J'aime bien l'exemple de l'éolienne parce que l'éolienne, c'est un objet familier. On en voit tous les jours maintenant, on en voit partout, dans les plaines, sur les montagnes, sur les collines. Donc, on est familier d'une éolienne. Et une éolienne, on peut avoir besoin de faire appel à ces 4 physiques. Elle est mue par le vent, en fait, qui fait tourner les pales, qui transmet ça à un axe. Donc, le vent, c'est de la CFD. L'axe qui va entraîner le moteur électrique, parce que c'est le but d'une éolienne, eh bien, cet axe, c'est de la structure. Il faut qu'il soit assez bien dimensionné, mais pas trop gros, pas trop lourd, pas trop encombrant. Donc, on va faire de la structure. Derrière, cet arbre, il emmène un moteur électrique. Là, on va pouvoir simuler, selon un régime de rotation, la puissance et le couple généré. Ça, c'est avec l'électromagnétisme. Il est fort à parier qu'il y ait des antennes pour piloter depuis le sol. On ne met plus des câbles de 300 mètres
en cuivre, quand on sait le prix que coûte le cuivre, une antenne, ça ne coûte pas très cher. Et il est fort à parier qu'il y ait des pièces plastiques pour certains capots ou drainages. Donc, sur une éolienne, typiquement, un objet que l'on connaît tous, on peut avoir besoin de simuler dans les 4 domaines de la physique. Encore une fois, l'important, c'est qu'avec la plateforme, on peut faire tout ça au même endroit, dans le même environnement, et quasiment avec les mêmes méthodes. Parce que vous verrez qu'on va vous prendre par la main et on va vous dire ce qu'il faut pour faire un type de calcul. OK? Est-ce que jusqu'à là, je suis clair? Ça a l'air incroyable. Alors, je continue. Je vais, cette slide-là, ne pas tout vous relire, parce que j'en ai parlé durant ma première partie de présentation, assez longue, je vous le conseille. Mais il y a 4 domaines à aborder, et surtout cette philosophie, en fait, comment il faut utiliser ces outils. Donc, je vous laisse lire au fur et à mesure, je ne vais pas vous faire l'affront de vous les relire. Mais on peut répondre à tout cela grâce aux outils de simulation, je dirais plus d'aide à la conception. D'accord? La slide suivante, on peut voir ici ce qu'on va permettre d'augmenter. On va sûrement augmenter l'innovation parce qu'on va tester plus de voies. Encore une fois, quand vous êtes à la croisée des chemins sur un projet, que vous avez 2 possibilités, vous allez tester les 2 très rapidement avec les outils de simulation et en choisir un. Encore une fois, on va s'orienter dans le bon chemin, comme avec un GPS. Donc, on constate, nous, qu'il y a plus d'innovation pour nos clients qui utilisent ces outils-là. Derrière, en général, on augmente la performance. Alors, la performance du bureau d'études, des concepteurs, ingénieurs et autres, mais les performances de nos produits aussi. On sait très bien qu'en structure, par exemple, on fait de l'empirique, on sait que ça tient, on se met une marge, et puis on se rend compte que si on calcule vraiment, on peut peut-être alléger la pièce de 50%, 100%, voire pour ceux qui font du très lourd, se dire, moi je veux que ça tienne, de 100%. Après, on connaît le prix des matières aujourd'hui, le prix du transport, le prix de l'usinage. On peut gagner beaucoup là-dessus. On met aussi en performance le fait de nos pièces et assemblages. On va pouvoir bien sûr optimiser tout cela, tout ça est lié sur ce que je viens de dire. Et puis, on va explorer de nouvelles voies, ce qui sert l'innovation, comme je vous l'ai dit à l'instant. Et puis derrière, ce qui va décroître, alors bien sûr, oui, on fait de la confiance. J'aime pas apprendre des slides par cœur, je préfère avoir un discours qui couvre un peu tout. Bien sûr, ça vous l'aurez compris, on a coup. Si on met 100 heures pour faire un projet, grâce à ces outils-là, on tombe à 80. Si leur bureau d'études est à 100 €, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire la multiplication, mais on va bien sûr diminuer les coûts de conception. Quelque chose qui, à mon goût, est peut-être encore plus important, c'est le temps de mise sur le marché. Alors ça, ce n'est pas quantifiable, mais si vous sortez un produit, admettons qu'un de vos clients consulte 3 fournisseurs, si vous êtes le premier systématiquement à répondre à ces appels, je pense qu'on va décrocher plus de marché que si on n'est pas le premier. C'est aussi simple que cela. Et pour éviter les risques de casse et les risques tout court avec nos assemblées, nos pièces. Ensuite, je me suis amusé un peu, puis je vais vous faire travailler un petit peu en anglais. Quels seraient les drivers, les pilotes pour un développement produit? Quels sont-ils dans vos entreprises? Alors, j'en ai listé pas mal, je dirais même une planquée. Regardez, vous allez me dire si ça correspond à ce que vous devez prendre en compte lors de vos conceptions. Beaucoup, mais je pense que ce n'est pas exhaustif, parce qu'on peut en trouver d'autres. Est-ce que sur ce point-là, vous avez plusieurs de ces critères, vous vous reconnaissez dedans, qu'il faut absolument que vous preniez en compte lorsque vous faites des pièces ou assemblages? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de domaines, j'ai l'impression. Oui, il y a beaucoup partout. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et normalement, nos clients se reconnaissent là-dedans. Ils disent, oui, c'est vrai que moi, le marché, c'est important. Il faut que je fasse plus léger, par exemple. Il faut peut-être que je fasse du 3D printing. Alors ça, sans les outils que nous avons dans la gamme simulation, on peut faire du 3D printing avec les outils de Dassault Systèmes. Mais en revanche, on a intégré ces solutions-là. Et aujourd'hui, par exemple, on peut faire de l'optimisation topologique avec nos outils, grâce au 3D printing. Alors, l'optimisation topologique, c'est quoi? Je fais juste une petite parenthèse. Normalement, on conçoit des pièces et après, on regarde si elles correspondent aux fonctions qu'elles doivent remplir. Et là, on s'aide de la simu. Et bien là, on peut aborder les problèmes à l'envers, je dirais. C'est qu'on va donner des fonctions, donc typiquement une pièce de liaison entre 2 choses mécaniques. On va dire, voilà, elle doit répondre à une connexion ici sur un diamètre. De ce côté-là, c'est vissé. Et puis, elle doit répondre à ces fonctions-là.
Et là, le logiciel va nous calculer la forme idéale pour répondre à ces fonctions-là. Donc, on part des fonctions et on donne la géométrie, contrairement à ce qu'on fait souvent aujourd'hui. On fait une géométrie et on valide qu'elle tient à des fonctions et à des contraintes. Donc ça, c'est permis après par l'impression 3D, puisque ces formes-là, parfois, ne sont pas soit usinables, soit injectables, soit moulables. Alors, il y a plein d'options. On peut aussi les rendre moulables, injectables, usinables, mais c'est le 3D printing qui a fait qu'on a vraiment explosé dans de la géométrie comme ça qui nous est proposée par le logiciel depuis une dizaine d'années. Donc, on fait cela aussi. Voilà, j'en avais même oublié, vous voyez. Hop, je vais passer à la slide suivante. Ah, j'en ai mis trois d'un coup. Ouh là là, c'est enflammé. Attends de latence, je suis désolé. Donc là, c'est pareil, je vous ai un petit peu, parce que je suis un peu taquin. Bon, on n'est pas en visuel en face, là. Moi je ne vous vois pas, mais je me suis dit dans quel domaine on peut avoir besoin de simuler des choses. Donc j'en ai listé plusieurs ici, encore une fois. Ce n'est pas exhaustif. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit nos domaines d'activité, on peut avoir recours aux outils de simulation pour améliorer tout ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce que vous partagez cela ou pas? Ok. Alors, il y a peut-être un petit peu de délai dans le chat, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas... Ok, parce que moi, je vois ma présentation, je suis plein écran, donc je ne vois pas les vidéos avec l'âge et le chat non plus. Donc, heureusement que j'ai un relais exceptionnel avec Maud, mais bon, mais je continue alors. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup de secteurs d'activité. Et je pense que tu vas envoyer sur la suite, mais vas-y, je te laisse continuer. On va continuer un peu plus dans le dur. On va parler des produits ou des rôles. Alors, les rôles, ils sont classés dans la grande famille chez Dassault Systèmes qui existe depuis très longtemps. Il y avait la famille CATIA, la famille SolidWorks. Il y a la famille Simulia, qui sont tous les outils de simulation, et qui s'adressait avant plutôt à la grande famille CATIA. Je m'explique. Sur la 3D Experience, en fait, Simulia, c'est Simulia pour tout le monde. En fait. Que vous ayez sauvegardé des pièces CATIA, des pièces SolidWorks, mais aussi des pièces d'autres éditeurs, les rôles de simulation sont les mêmes pour tout le monde. Ça, c'est la première grande nouvelle. La deuxième grande nouvelle, je suppose qu'il y a des ingénieurs parmi vous, ou des techniciens, ou des designers. Je pense que si je vous dis Abacus, je vous interpelle. Abacus, en fait, est reconnu comme l'un des meilleurs, voire le meilleur solver au monde pour tout ce qui est calcul de structure. Eh bien, tous les rôles de structure sur la 3D Experience ont été développés autour du solver Abacus, qui est souvent en France et dans pas mal de pays du monde dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. C'est vraiment une solution reconnue et pleine. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, comment ça se passe derrière? Au niveau ici de la simulation structure, vous voyez que j'ai défini, on a plusieurs produits dans la gamme, et je vous rassure, je ne vais pas détailler toutes les lignes, sinon on aura fini demain soir. Mais ce qu'on a fait, c'est plusieurs offres, parce qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une Ferrari pour emmener les gamins à l'école, si je schématise un petit peu. Donc là, on a des rôles, je dirais, d'entrée de gamme, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas puissants, mais bon, le premier, c'est juste de la visualisation, celui qui est en bas à gauche. Les trois autres, ça évolue en puissance. Et puis après, vous avez donc tout ce qui est durabilité, l'antépénultième et le dernier, il y a durability. En fait, c'est le rôle d'avant qui rajoute durabilité, donc la fatigue sur les rôles, où on peut aller très très loin pour calculer et voir les conditions de fatigue ou pourquoi ça est en fatigue. Et vous avez des niveaux ici. Et ce qu'il faut faire, c'est que quand vous avez une entreprise moyenne à grosse, alors je ne connais pas aujourd'hui la taille de vos entreprises, mais si elles sont petites, je vous souhaite tout le meilleur et d'avoir beaucoup d'ingénieurs un jour. Aujourd'hui, si on prend un exemple d'une boîte qui a 10 ingénieurs en conception ou 10 techniciens, peu importe la terminologie, vous avez un spécialiste, en fait, et c'est ce qui fait peur, on joue l'histoire du professeur Maboulette, la boucle est bouclée, vous avez un spécialiste en simulation qui fait toutes les simulations. Le problème, c'est que si vous avez 10 ingénieurs qui font 10 projets par an, en simulation, on ne peut pas tous les tester. Donc, le spécialiste va peut-être en extraire 3 par chef de projet et en traiter 30. Aujourd'hui, ce spécialiste, il peut mettre au point toutes les méthodes pour qualifier le calcul. Et en achetant ces rôles qui vont résoudre 90% des soucis que l'on pourrait rencontrer et que l'on veut simuler, avec un rôle un peu inférieur, et j'aime pas le mot inférieur,
eh bien, tous les ingénieurs vont pouvoir tester leurs 10 projets tous les ans. Ils ont déjà cédé de ces produits-là pour concevoir et faire une validation à la fin avec ces outils-là. Et c'est seulement sur les cas où ils veulent aller plus loin ou qu'ils sentent un problème qu'ils feront appel aux spécialistes. Il faut une espèce de mix des solutions. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, mais c'est super important à mon avis. C'est que toutes les pièces vont pouvoir être testées, tous les assemblages, et quand il y a un potentiel, on passera au spécialiste qui lui aura dégagé du temps parce qu'il n'aura plus tout à traiter. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher la simu, structure aujourd'hui et autres. C'est toujours clair pour tout le monde? Donc là, ce que tu essayes de dire, c'est que finalement, la simulation, c'est accessible à tous. À tout le monde. À tout le monde. Et je pense que tout le monde vraiment peut l'utiliser. Ça s'est vraiment démocratisé sur la facilité d'utilisation, vraiment. Là, encore une fois, il y a un mode d'apprentissage dans les solutions, les rôles. La simulation, on vous prend par main, on vous dit, voilà, pour faire un calcul d'électromag, par exemple, il faut que tu qualifies ça. Donc, ça peut être la pièce. Il faut que tu qualifies à quoi elle est soumise. Il faut qualifier, rentrer ce que tu veux étudier. Et ça peut se personnaliser. Et typiquement, le spécialiste de l'entreprise va pouvoir personnaliser pour l'entreprise ses méthodologies pour étudier des pièces en simu, pour les simuler. Et déjà, tout le monde travaillera de la même façon, donc tout le monde va progresser en même temps et parlera le même langage. C'est super important dans une entreprise. Et c'est accessible à tout le monde de fait. Et quand il y aura des points très très particuliers, bah, le spécialiste pourra se les garder et se concentrer dessus. Parce que je vous avouerai que moi, je fais de la simu depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, si je suis un échange, une présentation pure électromag, au bout de 3 ou 4 questions, il y a des moments où je ne comprends rien à ce que l'on dit. Hein. Vous avez 2 docteurs en électromag qui discutent ensemble, on ne comprend rien hein, si on n'est pas docteur en électromag. En revanche, si on me donne la méthode pour dire sur la pièce, je veux étudier ça, je la qualifie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je me rends compte que tout est au vert, c'est bon, je l'ai fait. Et s'il y a du rouge ou du orange, hein, je schématise avec des couleurs, eh bien, je passe en spécialiste. Et ça, c'est très important. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Pour servir, à mon avis, la philosophie que je vous ai dite tout à l'heure, où il faut utiliser ces outils plutôt comme des outils d'adaptation. Je continue au-delà de la structure. Comme je vous l'ai dit, on adresse les 4 domaines de la physique. Donc là, vous voyez tout en haut, alors j'ai marqué 5 sous-domaines parce qu'encore une fois, il y a la visu tout en bas, et ça, c'est quand même important. Vous pouvez avoir des personnes qui ne font que de la visualisation et de la présentation de données. Grâce à la 3D expérience, bah, vous le savez sûrement, je suis sûr que XDI a fait son boulot et l'a bien fait. Avec la 3D expérience, bah, on dit toujours every time, everywhere on any device. Pardon. Donc on peut se connecter à la base de partout dans le monde, au cloud. On peut faire ça avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Exemple type, demain, vous avez un projet super important. Vous travaillez cette nuit, votre boss, il a pris l'avion, il est parti à Stuttgart, je ne sais pas, à Rome ou à Shanghai, présenter le projet à des clients. Bah, demain matin, avec sa tablette, chez le client, il se connecte sur la base de données, il peut présenter le boulot que vous avez fait cette nuit. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a des outils pour revoir toutes les simus de présentation qui sont super bien faits. Mais si on se concentre sur les 4 physiques, vous voyez que la structure, je vous l'ai détaillé il y a quelques minutes, il y a plusieurs rôles disponibles. La deuxième bonne nouvelle, pour tout ce qui est dynamique des fluides, injection plastique, électromag, il n'y a qu'un rôle qui fait tout. Donc là, on ne se pose même pas la question sur comment on va architecturer l'offre. Je passe donc à la dynamique des fluides. Est-ce que certains de vous utilisent ces produits-là déjà ? Alors, dans les participants, certains, mais pas tous. Ok, bah c'est normal. Hein. Moi, je connais un petit peu, mais pas trop. Alors, pour ceux qui connaissent bien, je vais être un débutant hein, à mon tour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable d'adresser tout ce qui est imagé sur la droite. Donc, bien sûr, hein, la dynamique des fluides, robinet et vanne, hein, ça on fait très très bien, perte de charge ou pas. On peut faire du comportement, bien sûr, de l'air. On peut faire de la climatisation cabine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'HVAC pour les bâtiments. Et Dassault Systèmes, on a beaucoup aidé en mettant des licences à dispo et des ingénieurs, tous les hôpitaux pendant la période Covid, pour que quand ils faisaient des salles spéciales Covid et tout, ils aient une ventilation homogène pour pas rediffuser le virus ailleurs. Quoi. Donc, beaucoup de boulot là-dessus pendant cette période-là. On fait aussi refroidissement électronique. Hein.
Le but, c'est de placer le ventilateur le plus petit possible au meilleur endroit dans, par exemple, un ordinateur. Parce que plus il est petit, moins il fait de bruit et moins il consomme. Alors après, bien sûr, on adresse tous les modèles connus. Si vous lisez la troisième ligne, K epsilon, K oméga, SST, et je passe la suite. Ça, moi, je commence déjà à être largué. Quand je dis ça, ça fait tellement longtemps que j'étais à l'école. Mais j'ai des collègues qui mangent ça au petit déjeuner. Donc, si c'est votre tasse de thé aussi, vous inquiétez pas, vous aurez du répondant chez Dassault Systèmes pour vous aider et voir comment on peut positionner un outil pour que vous puissiez travailler mieux ou répondre à des attentes auxquelles vous ne répondez pas aujourd'hui. Donc, on est capable de traiter tout cela avec le rôle de simulation fluidique. Ensuite, je vous l'ai dit, plastique. Donc, en plastique, on dit toujours qu'un schéma vaut mieux qu'un discours entre techniciens. Là, c'est carrément des schémas animés. Donc, on est capable de comparer les points d'injection. Ça parle d'elle-même, les deux petites vidéos. Là, je remplis par un, je remplis en partant du milieu. Et on voit l'impact sur le remplissage, le temps de remplissage, si on a des lignes de recollement, de soudure, où il faut mettre les évents et tout cela. Ensuite, on fait aussi la thermique moule, donc où je mets mes canaux de refroidissement, où je peux mettre aussi des bûches chaudes pour être sûr que la matière reste assez chaude et donc fluide pour remplir jusqu'au bout du moule. On peut faire de l'injection avec des inserts déjà positionnés dans le moule, voire on peut faire du bimatière. Et on va jusqu'à la fin, c'est-à-dire le gauchissement d'une pièce. Alors, je ne sais pas si je parle chinois pour vous. Quand une pièce, elle refroidit, qu'elle s'est compactée, que vous léger refroidit, et quand on dit forcément, il y a un retrait en pourcentage qui est le même, mais qui, vu des dimensions qui ne sont pas toujours homogènes sur les pièces, ça fait du retrait différent, et les pièces, en fait, se déforment. Si vous prenez un ski, par exemple, si vous faites le moule, la forme à chaud pour faire le ski, vous avez intérêt à ouvrir le bout de la spatule, en fait, parce que quand ça va refondre, vu qu'il y a 2 mètres de long, ça va ramener la spatule à l'intérieur et on va fermer l'angle. Donc, on est capable de calculer ce gauchissement et on est même capable de calculer le contre-gauchissement, c'est-à-dire la forme têtement gauche d'une pièce sur laquelle on ne peut rien mesurer, mais qu'on va pouvoir usiner en 3 axes simultanés. Et quand on va injecter la pièce toute tordue, quand elle refroidit, normalement, elle reviendra à ce que vous voyez dans le plan 3D. Bon, là, il faut être très, très courageux et optimiste. Si vous ratez les empreintes, ça coûte cher. Et à ce sujet, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est qu'il faut retenir, plus une modification intervient tard dans un process de développement, plus elle coûte cher. Là, on est sur le plastique. S'il faut changer un rayon en début de conception, ça coûte 1 minute. Si vous avez usiné les empreintes et qu'il faut les réusiner parce que ça ne fonctionne pas, ça va vous coûter 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc, plus une modif est à faire dans un cycle d'option de produits et d'assemblage, plus c'est tard, plus ça coûte cher. Et c'est exponentiel. Si vous avez une chaîne d'assemblage, par exemple, une machine spéciale, et que vous n'avez pas simulé, et puis que dans l'usine, quand vous montez tout ça, il y a le robot qui vient taper dans un mur, vous ne dites même pas l'impact que ça a sur l'entreprise. Je continue avec le dernier domaine adressé, qui est le plus récent, mais nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a... Ah oui, il y a une petite latence, racheter ces produits-là et qui sont complètement intégrés dans la plateforme. C'est tout ce qui est électromagnétique. Et ça, la demande explose. Dans 2 des 3 domaines que j'ai résumés là, basse fréquence, haute fréquence, électronique. Dans la basse fréquence, en fait, ça explose dans tout le monde où on a besoin de moteurs électriques. Je pense que si vous regardez autour de chez vous, nous, on a énormément de demandes pour des gens qui montent des sociétés. Il faut fabriquer des vélos électriques, des trottinettes électriques, des scooters électriques. Eh bien, avec nos produits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'éolienne, on peut calculer selon la vitesse de rotation, la puissance et les coupes générées, mais on peut surtout travailler à l'envers, là, c'est-à-dire qu'on a une batterie qui alimente un convertisseur, donc on peut regarder la décharge de la batterie et prévoir le temps qu'elle mettra à se décharger. On peut voir s'il y a des pertes de charge ou pas dans le convertisseur qui, lui, va piloter le moteur qui vous aide à pédaler, en fait, sur un vélo. Donc, on est capable de simuler tout cela. Ensuite, il y a les hautes fréquences. Je vous laisse lire les 4 domaines qui sont dessous, mais il y en a 2 qui explosent, un à cause de l'autre. Le domaine qui explose, ce sont les antennes. Aujourd'hui, vous avez des antennes partout. Là, sur Vienne, dans une voiture, je crois qu'il y en a 20. Dans un téléphone, il y a 5, 6, 7 antennes. Vous avez une antenne 3G, 4G, 5G, enfin une 4G, une 5G aujourd'hui, sûrement. Vous avez une antenne Bluetooth, une antenne Wi-Fi, enfin, c'est incroyable. Et puis, si on va au bout du bout, on le voit, vous pouvez avoir une antenne pour transmettre de l'info sur votre personne, sur votre réfrigérateur et sur votre. Et le
personne le lundi va vous dire « Ouh là là, les barbecues étaient bons ce week-end ». Demain, il faut acheter des courgettes. Donc là, il va vérifier s'il y en a dans le frigo. Et le frigo, on voit la liste de courses sur la montre. Mais bon, blague mise à part, il y en a aussi vos télécommandes qui pilotent la box, qui pilotent la télé. Tout ça, il y a des antennes. Donc partout. Avec tout ce qui est Internet des objets, hein, ça explose de partout. Alors ça, c'est bien, mais il faut faire attention à quelque chose, c'est l'exposition humaine. Donc c'est le deuxième domaine qu'on veut simuler. Parce qu'une antenne, il faut qu'elle fonctionne bien, qu'elle soit puissante. Mais typiquement, sur un téléphone, c'est super si vous pouvez capter le Cantal sans aucun problème. Toutes mes excuses s'il y a des personnes du Cantal, hein, qui en demeurent magnifiques. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop puissante et qu'elle vous, si je parle un peu trivialement, vous fume le cerveau en 2 jours. Il faut faire très attention. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'iPhone 12, il a reçu un refus de mise sur le marché en Europe à l'époque, parce qu'il émettait trop d'ondes trop puissantes et ça pouvait avoir des dégâts, générer des dégâts sur le cerveau humain. Donc on peut simuler tout cela. Et puis pour faire tout cela, en fait, les fabricants louent des chambres qu'on appelle anechoïques. Dans le son, c'est pareil. Ce sont des chambres qui coûtent très très cher à la location et où il y a des délais d'attente de 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Donc là, d'avoir des outils de simulation électromag, franchement, ça aide beaucoup de monde. Et puis le troisième domaine, c'est tout ce qui est électronique. Donc ça permet de calculer l'effet Joule généré par une carte électronique et aussi de pouvoir la refroidir éventuellement. Et là, on se rend compte que les physiques se rejoignent entre l'écoulement fluide et l'électromag. Voilà. J'en ai quasiment fini. J'ai débordé un petit peu. Je suis désolé, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc le sommaire, je ne vous le relis pas. Je ne vais pas vous faire cet affront-là. Voilà. Juste sur la dernière ligne, c'est tous ces rôles, en fait, vous pouvez soit les acheter comme vous connaissiez sur SolidWorks en dur et avec une maintenance annuelle, soit vous pouvez les louer 3 mois ou 12 mois. Deuxième point très important, je vais terminer par cela avant de vous montrer un exemple, c'est qu'avec ces rôles, vous pouvez d'origine par défaut, c'est compris dans le prix du rôle, déléguer vos calculs sur les serveurs Dassault Systèmes. Et ça se traduit comment? Je vais aller à l'essentiel. C'est qu'aujourd'hui, si vous faites un calcul sur votre machine, vous faites appel à toute la puissance machine et vous effondrez la machine. Si vous voulez travailler en parallèle sur des assemblages 3D, c'est possible. Enfin, c'est quasi impossible. Il y a des temps de réaction qui sont trop longs. Là, vous sous-traitez le calcul chez Dassault Systèmes. Vous pouvez continuer à travailler de façon confortable sur vos machines. Donc ça, c'est super important, le cloud computing. On fait tout au même endroit, avec la même philosophie, on peut déléguer le calcul. Pour finir, c'est juste un exemple, je vous le laisse lire, mais c'est un vélo électrique, j'en ai parlé beaucoup. Un vélo électrique, on peut faire du crash test, on peut faire de la fatigue avec le pédalier, on peut voir comment se décharge la batterie, comment elle pilote le moteur, et puis on peut voir si le boîtier de la batterie il est facilement injectable, c'est un peu amélioré pour qu'il s'injecte plus vite ou qu'il soit plus solide. Voilà, moi j'en ai terminé. Eh ben, merci beaucoup Eric, c'était super intéressant, franchement, et super clair pour la prestation. Merci aux participants d'avoir mis des messages dans le chat. Si vous avez des besoins ou quoi, vous pouvez toujours retrouver en tout cas votre CSM dédié pour en apprendre un peu plus sur la simulation et voilà, pour composer un peu vos besoins. En tout cas, maintenant, je pense qu'il est l'heure d'aller manger. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit à toi, bon appétit à vous tous. Et puis, voilà. Keep in touch pour la semaine prochaine. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Je ferme le live.